Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Furiosa le podcast. Je suis Nicolas Gilly et comme d'habitude je suis en compagnie de mon camarade Johan Orzulik, fan numéro 1 de Ridley Scott depuis une grande année. Salut Johan, Salut Nicolas. comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de The Dog Stars. The Dog Stars, c'est le nouveau film et 30e film de Sir Ridley Scott. Il s'agit d'une adaptation de Je suis une légende de Richard Matheson. Oh, pardon, non, je me suis trompé. Pas du tout. On pourrait croire, hein, on va en reparler. Mais il s'agit en réalité d'une adaptation du roman La constellation du chien de Peter Heller, qui est pour Ridley Scott un film de vengeance personnelle, on va dire. Donc le film est sorti ce mercredi. Il est plutôt mal accueilli aux États-Unis, comme souvent avec Scott depuis des années. Alors, à tort ou à raison, on va en discuter. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Avant de donner mon avis, je pense que c'est important de préciser mon rapport au cinéma de Ridley Scott parce que je pense que c'est important en fait. C'est pas pour dire mon avis machin, non, non, mais c'est pour bien expliquer ce que j'ai pu ressentir devant le film et voilà. Donc c'est pour, je précise par avance. Donc pour moi, j'ai un rapport assez particulier à Ridley Scott, c'est qu'au cinéma de Ridley Scott, comme tout le monde, je pense de ma génération, j'ai découvert son cinéma étant môme en louant la VHS de Alien le huitième passager. Voilà, puis après j'avais vu qui m'avait beaucoup marqué, hein, comme énormément de gens. Puis après j'avais vu Gladiator, et puis en fait j'avais vu en salle à sa sortie Kingdom of Heaven. Donc voilà, donc on va dire que c'était des films que j'avais plutôt appréciés à leur sortie, bien que ça m'avait bien moins marqué, hormis Alien, je précise, que d'autres sorties du moment qui étaient les Matrix, Le Seigneur des Anneaux, certains Scorsese comme Aviator, Gang of New York, ou même certains Spielberg comme Minority Report, La Guerre des Mondes, enfin voilà. Je précise, si je dis ça, c'est pas gratuit, c'est parce que ça a une importance dans le rapport que j'ai développé après au cinéma de Ridley Scott, rétroactivement. Et en fait, il se trouve que donc j'avais pas de vision négative du gars, de son cinéma. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fac, en fait, j'ai enfin pu découvrir Blade Runner dans le très très beau coffret d'ailleurs DVD qui était sorti chez Warner Bros. Et qui regroupait, on va dire, toutes les versions existantes du film, enfin du moins les plus connues. Donc un magnifique coffret DVD. Et en plus, Blade Runner, c'était un film qui me faisait fantasmer quand j'étais môme. Parce que, bon, bah, comme énormément de gens, je l'avais vu dans des documentaires, dans des encyclopédies de science-fiction, les images de Los Angeles 2019 qui me faisaient rêver. Et même quand j'étais môme, même sans avoir vu le film, on faisait très facilement le pont avec toute l'imagerie cyberpunk qui était très à la mode, aussi bien dans le jeu vidéo qu'au cinéma, durant les années 90, dans lequel j'ai grandi étant môme. Donc, quand j'ai découvert le film, je me suis pris une vraie tarte. C'est-à-dire, j'ai vraiment, vraiment aimé le film. Ça m'a vraiment marqué au point que c'est devenu instantanément un de mes films préférés. Et par contre, ça a automatiquement fait dévaluer les autres films de Scott que j'avais pu voir jusqu'à présent, hormis Alien. Alors je précise avant d'aller plus loin, je n'avais pas, parce que c'est quand même important de le préciser, étant donné les guerres de chapelle cinéphiles qui sont à l'œuvre, et notamment sur le cinéma de Ridley Scott, surtout en France, c'était que j'avais pas vu les émissions d'Opération Frisson, etc., dans lequel, donc, on va dire, l'ancienne équipe de Mad Movies, qui est aujourd'hui l'équipe de Capture Mag, qui, en fait, n'est pas fan du cinéaste. Moi, je connaissais pas à cette époque Opération Frisson. Donc je dis ça parce que Yannick Dahan, qui était le journaliste à l'époque, l'animateur, faisait justement pas mal de rage bait, comme on dirait aujourd'hui, sur le cinéma de Ridley Scott. Mais par contre, j'ai eu effectivement le même feeling. C'est-à-dire sans même avoir vu
sans même avoir pris connaissance d'Opération Frisson et de ce qui se disait sur Internet sur Ridley Scott, c'est vrai qu'effectivement, mon avis a pas mal rejoint en fait ce que les détracteurs du cinéma de Ridley Scott avaient. C'est-à-dire que il avait eu un début de carrière extrêmement prometteur entre la fin des années 70 et le début des années 80, principalement pour ses films univers, parce que c'est vrai que c'était un créateur d'univers et d'atmosphère, que ce soit à travers les duellistes Blade Runner et Alien, et avec le film charnière de sa filmographie qui est Legend, qui a été une œuvre charnière dans sa filmographie puisque ça a été une production extrêmement compliquée et qui en fait, dont l'échec et la production chaotique l'ont fait changer de voie professionnelle. Et c'est vrai qu'effectivement, pour avoir découvert Legend dans son director's cut il y a quelques années, c'est vrai qu'effectivement c'est un film enfin c'est un film qui appuie la dimension autoriste de Ridley Scott, mais de cette époque. Voilà. Et j'en profite pour rendre un petit hommage à Tim Curry qui nous a quittés hier au moment où on enregistre l'émission et qui avait justement fait, enfin pour moi qui a été une des plus grosses qualités du film, à savoir le personnage de Darkness qu'il a magnifiquement bien interprété, qui est vraiment pour moi le point fort du film de 1985. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que depuis j'ai pas d'attente particulière sur le cinéma de Ridley Scott et plus le temps avance, plus je trouve, enfin c'est même pas plus le temps avance, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment été fan euh, de son cinéma post Legend en fait. Voilà, c'est-à-dire que tous les films que j'ai découverts rétroactivement m'ont toujours été, ont toujours été très décevants par rapport à ses débuts en fait, à ses débuts voilà. Et en fait, donc on en arrive à The Dog Star. Donc moi, en plus, j'avais pas d'attente particulière et en fait, je m'attendais à rien. Et comme dirait Dewey dans Malcolm, j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu du film. Principalement parce qu'il encapsule, à mes yeux, euh, tout ce que je n'aime pas chez Ridley Scott, du moins dans son approche cinématographique. Et là, je pense que c'est quand même très difficile de ne pas y penser parce que j'ai un gros problème aussi, et je pense aussi que c'est paradoxalement lié à ce qu'il plaît chez ce que beaucoup de gens ont envie de défendre, enfin beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs du cinéma, plutôt on va dire une certaine cinéphilie a envie de défendre chez lui, qui moi fait que je n'aime pas son cinéma. Pas en fait ce qu'il y a dans ce film-là que je n'aime pas, qui est aussi présent dans Prometheus, dans American Gangster, et puis qui est allé vers une dimension assez nihiliste, misanthrope ces dernières années, qui fait que je n'aime pas son cinéma. C'est pas la dimension misanthrope, mais plutôt la manière dont il l'exprime à l'écran, qui fait que j'ai pas aimé ce Dogstar, même s'il se veut plus humaniste que ce qu'il a fait ces dernières années. Mais disons que ça, c'est dans la continuité du cinéma, à mes yeux, du cinéma de Ridley Scott depuis un bail, surtout depuis Prometheus, et surtout qui confirme moi pourquoi je n'aime pas son cinéma. Enfin, du moins, en dehors du cinéma de ses débuts. Et par contre, ça confirme aussi pourquoi les gens enfin, pourquoi une certaine cinéphilie a envie de le défendre encore une fois. Mais je développerai plus tard. Voilà, parce que j'étais encore une fois trop long. Voilà. Beaucoup trop, c'est pas grave. Non, bah écoute, si on parle de notre rapport à Ridley Scott, le mien est un peu différent. Alors moi, j'avais découvert Ridley Scott d'une façon un peu improbable, puisque je l'avais découvert avec Black Rain, en VHS à l'époque, en vidéo club. J'étais jeune, hein, et j'aimais bien Black Rain, moi, quand j'étais gosse. Je l'ai pas revu depuis, en fait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en VHS, donc voilà, je saurais pas dire ce que vaut le film réellement aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que, bon, j'ai pas vu grand-chose de lui jusqu'à Gladiator aussi, que j'ai vu au cinéma. Gladiator, j'avais adoré Gladiator. J'adore toujours Gladiator. J'ai pas changé d'avis sur ce film. Je trouve vraiment très bon. Et en fait, après, j'ai découvert évidemment ses premiers films aussi qui, bon, bah, il n'y a rien à dire, hein, pour moi. On va dire son premier Quatuor, il est exceptionnel. Même Légende, hein, j'adore vraiment Légende. Et après, en fait, au fur et à mesure, bon, vu qu'il a fait quand même des films, dont Alien et Blade Runner, c'est quand même, enfin, deux des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma à mes yeux, vraiment. Donc, Idem. chaque film de Ridley Scott, je l'ai toujours attendu.
en me disant que, en gardant toujours en tête que c'est l'auteur de ces deux films et que forcément, bon, bah, ça se perd pas, quoi. Et en fait, il y a eu un moment dans les années 2000 où Ridley Scott, c'était un peu, pour moi, un bon film, un film de merde. Donc ça commençait déjà un peu... c'était compliqué. Alors, bon, Gladiator, j'adore. Hannibal, c'était nul. Je suis du Faucon Noir, j'adore. Les Associés, c'est nul. Kingdom of Heaven, bon, version ciné, pas ouf. Version Director's Cut, super film. Bon, ça, c'est un peu une aberration, ce film, à quel point une Director's Cut peut vraiment modifier profondément un film. Je crois que c'est sûrement ce film-là où c'est le plus probant. Bon, après, une grande année, voilà, hein. On va dire bonjour à Raphaël Lorenzo, mais c'est un film de merde. Moi, j'aime bien American Gangster. Enfin bon, bref, il y a eu ça a été un peu, voilà, il souffle un peu le chaud et le froid, mais bon, vu qu'il y a quand même des films que j'aime bien à chaque fois, je me dis bon, il est toujours capable et tout. En fait, pour moi, la scission, vraiment la scission, ça a été Prometheus. En fait, Prometheus, j'avais des attentes énormes. Je trouve que comment le film était vendu, il y avait tout ce que j'avais envie de voir dans un film. Et ça a été mais une douche froide, mais colossale. Je me souviens, je suis allé le voir au ciné et tout, chaud patate, machin. Et putain, je suis sorti de la salle, j'étais dégoûté. Je dis putain, faire d'aussi belles images pour raconter de la merde comme ça, pour moi là, il y avait un gros problème. Par contre, après, il a fait sûrement ce qui est pour moi son dernier grand film, que je place pas loin de ses meilleurs films du début, c'est Cartel, ou The Counselor. Pour moi, c'est vraiment son dernier. Je considère perso comme un petit chef-d'œuvre, Cartel. J'adore. Je trouve ça super. Je trouve que ça lui correspond à 200%. C'est sûrement le film dans lequel il a exprimé au mieux sa misanthropie et la mise au profit d'un film où c'était hyper cohérent. Et voilà, j'adore Cartel. Et puis depuis, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué, même si à chaque fois j'attends encore, je vais voir parce que ça m'intéresse. À chaque fois, je suis déçu. À chaque fois. Si tu veux, moi, Ridley Scott, c'est devenu un peu l'équivalent d'un David Ayer, quoi. C'est un film qui a un gars qui promet beaucoup sur ses projets et au final, c'est pas au niveau de la promesse. Alors mettre un peu à part le dernier duel qui est pas trop mal, mais le reste, franchement, il y a des trucs qui sont vraiment embarrassants, hein, dernièrement. Quand on regarde Gladiator 2, c'est une honte, hein, ou House of Gucci, c'est une catastrophe. Du coup, bon, The Dog Stars, forcément, comme ça reste Ridley Scott et que dans un coin de ma tête, c'est toujours un mec qui est capable de faire des bonnes choses, j'y allais plutôt confiant, en gardant dans un coin de ma tête aussi que j'allais probablement être déçu, hein, comme pour le futur Art of the Beast de David Ayer, que je suis chaud, je veux le voir, je sais que je vais être déçu, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et The Dog Stars, alors globalement, j'ai pas aimé non plus. Euh, je trouve que c'est une, je vais pas dire si c'est une déception parce qu'on n'attendait pas énorme, mais c'est quand même pas bien. Mais il y a quand même des belles choses dedans. Le problème, pour moi là, c'est que on sent un peu trop que cette fois Ridley Scott, il a voulu. C'est un film qui pue l'amertume en fait. Euh, alors qu'il devrait transpirer la fin du monde, voilà. Mais non, c'est pas ça. Il a fait un post-apo qui est là pour répondre à toute une vague de films post-apo, pour répondre à l'échec de son projet de Je suis une légende, qu'il n'a pas réussi à monter, à aller au bout. Donc c'est un film qui transpire ça et c'est un gros problème. Quand je vois qu'il s'exprime dans des interviews en disant que c'est un influenceur, Ridley Scott, le mec, je suis désolé, hein, mais quand on regarde The Dog Stars, il n'y a rien, absolument rien, pas une image novatrice dans son film. C'est triste à dire, hein, parce que ça a été un créateur d'images, Ridley Scott. C'était surtout là qu'il était bon quand même. C'est un mec qui vient du clip, donc c'est un gars qui... C'est un formaliste de base quand même, Ridley Scott, hein. Là, putain, c'est d'une tristesse, mais d'une tristesse. Quand tu regardes, j'ai revu Je suis une légende du coup, qui est un mauvais film aussi. Par contre, l'ouverture de Je suis une légende, je crois plus à la fin du monde que celle dans Dog Stars. Voilà. Parce que dans Dog Stars, t'as l'impression
Bah, il est là, il a envie de se faire plaisir à filmer des plans aériens avec Jacob Elordi et son chien dans l'avion. Alors ça fait des super belles images, hein. Vraiment, hein, ça ferait un bel économiseur d'écran Apple TV, tu vois. C'est super joli, sauf qu'il en fait quand même énormément. Au bout d'un moment, ça perd un peu de son sens. Euh, J'imagine que c'est pour créer une sorte de mélancolie qui fonctionne jamais. C'est un film qui devrait être bourré d'émotions et qui en est complètement dénué. Moi, en fait, c'est triste, hein, parce que en fait, il m'a perdu dès les premières secondes du film. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce que j'avais peur qu'il fasse et que j'avais plus envie de voir, c'est-à-dire montrer des images d'un monde vide, en fait, vide de vie humaine, en utilisant des petites notes de guitare. Alors, le problème, c'est que ça marche, hein, c'est un truc qui fonctionne, hein. Sauf que le problème, c'est que The Last of Us l'a très bien fait. Et là, j'ai l'impression que c'est Harry Gregson Williams, je crois, qui fait la bande son. Oui, Il singe complètement ce que faisait Gustavo Santaolalla. Du coup, ça n'a. Enfin, ces images, je les ai déjà vues. Je les ai déjà vues. Je les ai déjà vues avec cette bande-son, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu m'apportes? Eh ben, il m'apporte rien. Le problème, c'est qu'il m'apporte rien du tout parce que quand tu fais un film post-apo, je comprends pourquoi il le fait et pourquoi ça l'attire. Parce que le genre post-apocalyptique, c'est sûrement le genre numéro un qui met en avant sa misanthropie en fait. Je veux dire, on est dans un univers où l'humanité a quasiment disparu, l'humanité est réduite vraiment au rang d'animal, quoi, qui est là pour la survie. Donc c'est censé être un univers qui met en avant le pire de l'être humain. Et je comprends pourquoi ça lui plaît. C'est cool, pourquoi pas, hein. Sur le papier, moi, ça me va, tu vois. Sauf que ça, je le ressens jamais. Euh, à part dans le personnage de Josh Brolin, qui est sûrement le meilleur personnage du film et qui est sûrement celui dans lequel il se projette le plus. Pour moi, c'est Ridley Scott qui se met en image dans le personnage de Josh Brolin. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ce côté un peu bourru comme ça, qui s'emballe de tout, qui aime personne. Je trouve ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne, tu vois. Après, le reste, je trouve il y a pas grand-chose en fait qui m'accroche dedans. Alors que de base, putain, c'était l'histoire d'un gars, un survivant avec son chien. C'est le chien qui est le seul souvenir qui lui reste de sa famille qu'il a perdu. Il y a rien qui se passe, putain. C'est terrible parce que moi, c'est un truc qui généralement, on va spoiler, hein, désolé, mais euh, généralement dans un film, même dans Je suis une légende, la mort d'un chien, quand elle est bien amenée, c'est un truc qui me bouleverse. Je veux dire, presque autant que la mort d'un enfant. Là, ben malheureusement, pourtant j'appréhendais un peu, je me suis dit, ah, il va me faire chialer et tout. Bah non, non. C'est malheureusement, il a beau. Bah, le chien meurt au bout de 30-40 minutes. Euh, Pourtant, il est là, avant ça, il est là dans quasiment tous les plans. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas, pour moi, à bâtir une vraie relation entre le personnage de Jacob Elordi et son chien, qui est censé être son meilleur ami. Il le dit. Ça marche pas. Du coup, je ressens rien du tout. Alors que j'ai chialé comme une mère devant l'Odyssée où le chien, on le voit pas beaucoup, quoi. Pourtant, c'était vachement mieux amené. Là, ben non, il y a rien. Le problème, c'est que son cinéma, Ridley Scott, il est complètement vide d'émotion et il n'y arrive pas, ou alors ça l'intéresse pas, j'en sais rien. Du coup, pour moi, il génère absolument rien et c'est un gros problème, au-delà du fait qu'il ne fait qu'emprunter à droite et à gauche, faire des images qu'on a déjà vues 12 000 fois, mais vraiment, hein, enfin, on va en reparler, mais toutes les petites péripéties qu'il y a, parce qu'il y en a finalement pas beaucoup en plus, hein, mais les quelques scènes d'action, entre gros guillemets, c'est des trucs qu'on a déjà vus, not- souvent dans des films post-apo, ou pour la grosse scène d'action du film, on l'a vu dans des trucs à la Sicario un peu. Elle est pas mal, mais il y a rien de transcendant en fait. Il y a aucune scène qui vient visuellement m'apporter quelque chose. Alors ça, plus le fait qu'il y ait zéro émotion, pff, franchement, c'est un gros problème. Et paradoxalement, euh, ce que je trouve finalement assez réussi, bon, entre gros guillemets aussi, mais bon, ce qui fonctionne pas trop mal, je trouve,
c'est les scènes qui sont vraiment, qui essayent de capter un peu le sentiment de solitude en fait des personnages, de Jacob Elordi comme de Josh Brolin. Là-dessus, il y a quelque chose qui fonctionne pas trop mal, mais encore une fois, c'est des trucs qu'on a. Il y a rien de nouveau, quoi. Il y a rien de nouveau et le problème, c'est qu'on a toujours vu ça en mieux, quoi. Voilà. Bah écoute, t'as tout dit. Après, je pense que le principal, c'est que effectivement, tu sens que Ridley Scott, depuis deux, trois films, essaie de prendre sa revanche sur des projets auxquels il a souvent gravité ou des figures, notamment dans le cas de Napoléon et Gladiator 2, puisque c'était des figures et des projets sur lesquels il a été souvent attaché. Je parle pour Gladiator 2 en particulier. Et là, tu sens qu'il avait envie de prendre sa revanche sur l'adaptation de Je suis une légende qu'il devait faire dans la seconde moitié des années 90 avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Et c'est clair que bon, c'est impossible de pas y penser parce que t'as littéralement le début, le coup du chien, etc., qui était déjà prévu dans l'adaptation de 1997. Idem pour les l'espèce de tribu là, qui débarque un moment en pleine nuit et qui attaque Josh Brolin sur sa tour, qui va jusqu'à se réfugier sur la tour, bah, qui vient littéralement du projet Je suis une légende, puisque c'était là, ça allait plus loin, c'était ce qu'on appelait, ils appelaient, je crois, les hémocytes. Dans l'adaptation qui était prévue dans les années 90 et qui en plus pareil avait un look assez chauve, etc. Et tout bon, on peut voir les Là, il tests en de fait une espèce maquillage de gang de latinos, quoi. C'est rigolo, quoi. voilà, c'est ça, c'est ridicule. Et c'est vrai que, bon, vous pouvez voir d'ailleurs sur internet les tests qu'avaient fait Alec Gillis et Tom Woodruff Jr. pour comparer. Bon, ça avait un peu plus de gueule quand même. L'autre souci qu'il y a, c'est que ben il y a ça à prendre en compte. Et moi, je trouve qu'en plus, c'est un film qui me fait dire qu'il n'aurait probablement pas fait une bonne adaptation de Je suis une légende, quand bien même il était plus jeune, etc. à l'époque. Enfin voilà. Mais je pense que c'était pas le bon cinéaste en définitive pour adapter le roman de Richard Matheson. D'ailleurs, il y a une chose quand même qui est très importante de rappeler, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un scénario qui est signé par un jeune venu qui s'appelait Mark Protosevich, et lui le dit lui-même, hein, c'est-à-dire que lui, il avait écrit le scénario dans un mood John Carpenter. C'est-à-dire il avait justement écrit en imaginant que si le film était réalisé par si l'adaptation était réalisée par John Carpenter, il n'a pas aimé le travail de réécriture qui a été effectué par John Logan. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans The Dog Star, il y a deux personnages secondaires qui se prénomment, dans le dernier acte, qui se prénomment John et Logan, Et référence, qui sont des gros enculés, en plus. et qui sont des grosses ordures. Et alors pourtant, John Logan est un bon scénariste. En dehors de ça, Oui, c'est quand même c'est un rigolo. scénariste très solide hein, à la base. Hein. Mais Oui, en puis je fait, pense il qu'il est assez explique. proche de Scott, c'est marrant qu'il donne ce nom Oui, à ouais. ce personnage-là. Je pense que c'est un clin d'œil, hein. Pour le coup, c'est marrant, entre guillemets. Mais par contre, il n'avait pas aimé Protosevich, la tournure des réécritures, parce qu'il a dit qu'il trouvait ça trop prétentieux, trop arty, entre guillemets, et que ça, c'était pas du tout pour lui ce qu'il fallait pour Je suis une légende. D'ailleurs, Ridley Scott, donc après, a rappelé Protosevich pour écrire le script à nouveau, et en fait, Scott, en fait, il disait que pour lui, le terme je suis une légende, et c'est là où il comprenait pas pour moi il comprenait pas le bouquin, c'était qu'en fait l'espèce, c'est-à-dire que pour lui l'idée c'était que l'espèce humaine resterait quoi qu'il advienne en fait. Et elle se deviendrait une légende en fait. Ce qui est absolument pas le cas, le truc du thème, du titre dans le roman de Richard Matheson. Parce que dans le roman de Richard Matheson, c'est l'idée qu'en fait, il est devenu le dernier réceptacle d'une espèce légendaire qui est devenue une anomalie qui doit s'éteindre pour laisser la place à une nouvelle civilisation représentée par les vampires en fait. Donc ce qui n'a absolument rien à voir. Bon, bref, donc il y a ça. Et il y a autre chose, c'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, il y a une amertume. Il y a une amertume par rapport à ce genre-là. Le fait que justement il soit arrivé bien après, qu'il n'ait pas réussi à poser sa patte sur ce genre-là. Et ça, c'est un autre problème que moi j'ai personnellement avec Ridley Scott, c'est que depuis Black Rain, et ça perdure aujourd'hui,
Moi, j'ai la sensation qu'ils cherchent à régler ses comptes avec des cinéastes ou des genres qui, pour eux, qui en fait, alors que eux, non, s'en fichent totalement. C'est-à-dire que Black Rain, c'est Yakuza, il a dans le viseur le Yakuza de Sidney Pollack. Dans 1492, c'est clair qu'il a le mission de Roland Joffé, qui était un de ses comparses d'ailleurs britanniques de la même époque et qui lui avait eu une palme d'or, ce que lui, Scott, n'a jamais eu. La chute du Faucon Noir, il a clairement Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg et le Aliens de Cameron. Bon, on le sait qu'il n'a jamais supporté que James Cameron ait donné une suite à Alien. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça cristallise encore énormément de passion et de débats sur le net. Entre les fans de Scott, les fans de Cameron, etc. par rapport à cette dichotomie-là. Et c'est vrai que les gens ont tendance à penser, enfin, une partie de la cinéphilie a tendance à penser que Cameron a dévoué totalement Alien le Alien de Scott. Il y a énormément de gens qui détestent viscéralement ce qu'a fait Cameron avec cette suite d'Aliens, pardon. Donc en fait, tout son cinéma, pour moi, c'est devenu ça. C'est-à-dire, c'est devenu un concours que moi, je veux écraser les autres, je veux montrer que je suis le plus grand. Et là, je suis désolé, mais là, c'est impossible de pas y penser. Enfin là, c'est impossible de pas se dire ça en voyant ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as bien dit, il y a des emprunts de partout que j'ai déjà vus en mieux ailleurs, mais probablement par des cinéastes qui, contrairement à Scott, n'ont jamais eu l'aura que lui a eu à cause de ces deux films et n'ont jamais eu on va dire les prétentions intellectuelles et picturales, esthétiques que lui avait, y compris dans ses films. Ces films post-Legend. C'est-à-dire qu'effectivement, la trop, je l'ai vu en mieux dans, par exemple, Le Jour des Morts Vivants, d'ailleurs que j'ai revu justement après pour voir en fait comment Romero appréhendait la découverte des morts vivants et de la ville détruite par rapport à Scott. Et là, en plus, c'est flagrant, c'est-à-dire que chez Romero, il y a une construction visuelle, narrative, qui amène progressivement justement à la découverte des morts vivants, en fait, qui est super bien amenée en fait chez Romero, même par rapport à Danny Boyle, 28 jours Ah plus oui, quand tard. tu prends 28 jours plus tard, c'est vachement plus Ah non, efficace. mais il y a pas photo. Il y a pas photo. C'est-à-dire que et pourtant, il avait moins de thunes. Il n'avait pas les effets visuels que Scott a maintenant à l'heure actuelle, et il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, la déambulation de Cillian Murphy dans le film, ça enterre facilement le Scott. Mais alors, 2000. Pareil, les espèces d'Indiens alors c'est même pas ces Indiens, entre guillemets, nouveaux Indiens qui débarquent pour attaquer l'avion de Jacob Elordi, etc. C'est les Warboys de Fury Road. Donc en fait, voilà, t'as plein de trucs comme ça que t'as déjà vu ailleurs. Et pour moi, le pinacle de ça, et je pense que c'est là-dessus que le film va être en partie défendu, mais que moi je vais le défoncer, et pas par plaisir, c'est clairement la rencontre avec ces espèces de riches décadents, etc., avec un clin d'œil gros comme une maison à l'Overlook de Shining, et qui en fait est littéralement une copie de Snowpiercer. Des wagons de la première classe de Snowpiercer, mais alors je préfère 1000 fois le traitement de Bong Joon-ho avec tous les défauts que certains peuvent lui pointer, que ce que je viens de voir là, parce que là c'est pas incarné en fait, c'est grossier. Alors on va me dire, oui, mais c'est Ridley Scott, c'est volontaire, c'est pour montrer de la décadence, comme il l'a fait dans Gladiator 2, comme il le fait justement, parce que c'est un artiste soi-disant qui est fasciné par la décadence, comme il l'a fait dans House of Gucci avec la famille Gucci, etc. Moi, le problème qu'il y a, et ça c'est un truc que moi je ressens, c'est qu'il est plus fasciné par ça que dans volonté d'en tirer à boulet rouge en fait. Moi je trouve. Oui, et je trouve que même si on va de ce point de vue-là, je trouve pas ça concluant parce que c'est pas incarné à l'écran et je trouve aussi qu'il n'arrive pas à traduire ça visuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec, t'as l'impression qu'il en a plus rien à faire de la mise en scène. Et ça se traduit notamment là-dessus. Et en plus, je reviens sur l'idée d'amertume par rapport à des genres et des cinéastes. Moi, le clin d'œil, la citation à Snowpiercer, ça m'a fait le même effet que dans Napoléon,
où il va reprendre, il va citer explicitement un passage du Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Il va même reprendre la bande originale en fait, lors du mariage entre Joséphine et Napoléon, pour faire une analogie moderne avec justement l'idée des paparazzi, des mariages people, etc. Mais dans les deux cas, tu sens qu'il c'est pareil pour ici, tu sens qu'il dit, moi je vais t'écraser, je vais te montrer que je peux faire la même chose, en mieux et tout. Moi j'ai un gros problème avec ça, parce que je me dis, ok, que tu veuilles euh, faire, j'aime pas le terme, hein, je m'excuse, il est un peu vulgaire, faire la nique à Spielberg sur le soldat Ryan, que tu veuilles faire par rapport à Cecil B2000 dans les 10 commandements, à Akira Kurosawa dans le dernier duel, je l'entends, mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Sofia Coppola et Bong Joon-ho? Pourquoi eux? Enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je veux dire, c'est même des cinéastes qui ont une moins grande réputation que toi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais moi, je me pose des questions, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi eux? Pourquoi tu veux les dire, ah, je vais les défoncer, je vais faire mieux qu'eux? Parce que qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je veux dire, il y a un côté vraiment névrotique. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est un trait de caractère qu'il a ouvertement développé à travers les personnages de ses films. Tu as très bien dit pour le personnage de Josh Brolin dans justement The Dog Star, mais en fait, si tu regardes bien, il a toujours eu une fascination pour les êtres reclus, les êtres de pouvoir reclus, décadents, misanthropes, qui regardent le monde avec dédain. Je pense que le pinacle de ça, c'est David dans le Prometheus Alien Covenant, et je sais que beaucoup des défenseurs de Ridley Scott sont complètement fascinés par David, mais j'ai envie de te dire, pour moi, c'est presque de la misanthropie infantile, quelque part. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai avec Scott, c'est que en fait, je comprends ce qui fascine, parce que c'est vrai qu'effectivement, avoir un faiseur, un mec qui fait des grosses productions, quand même, hein, faut quand même y aller, hein, pour tourner les films qu'il fait à son âge, qui fait des grosses productions sur des genres pour en fait livrer une version qui est complètement à l'opposé, effectivement, de ce que peut faire alors certes, ils sont un peu plus jeunes, mais ce que peuvent faire des George Miller, des Martin Scorsese et des Spielberg, et que lui, contrairement à ces cinéastes-là, il va dans une espèce, comment dire, de dédain misanthrope sur l'humanité, même si en fait c'est pas vraiment sur l'humanité, hein, c'est plus sur les artistes et les gens qui croient inférieurs à lui, parce que je rappelle que David, dans Alien Covenant, il se contente juste de tuer les gens qu'il juge inférieurs à lui, hein, donc ouais, mais je peux comprendre que ça fascine, parce qu'effectivement c'est plus une misanthropie d'artiste que tu aurais pu avoir chez des Michael Haneke ou même un Jean-Luc Godard, mais transposé dans un décorum de blockbuster. Donc c'est vrai qu'effectivement je vois en fait ce qui fascine. Mais pour moi c'est pas que c'est pas bien, c'est que je trouve ça, mais ça en dit plus sur l'ego de ses défenseurs et sur l'ego de Scott que sur des appréciations cinématographiques. Pour moi, hein. Pour moi, il y a ça, hein. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une dichotomie entre défendre un cinéaste pour son cinéma, et défendre un cinéma parce qu'on s'y reconnaît dedans, dans ce que ça dit de nous et de notre ego. Parce que pareil, dans celui-là, comme dans les précédents qu'il a fait, t'as quand même des citations grossières, moi je trouve, mais vraiment grossières, de peinture célèbre, c'est-à-dire qu'à la fin, lorsque tu vois le plan, l'espèce de plan, ils attendent tous d'être examinés par le personnage de Marguerite Qualley, c'est clairement une citation de peinture, quoi. Et tu fais, les gars, mais si c'est ça qui vous plaît, enfin là, je veux dire, pour dire, regardez, moi j'ai de la culture, bah non, c'est pas bien, quoi, je veux dire. C'est même pas que c'est pas bien, c'est que je trouve ça limité, quoi. Je trouve ça facile, voilà. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et autre chose, c'est-à-dire que il y a effectivement une volonté, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu faire un récit hop-core, comme on dit, de post-apo, pour essayer de redonner de l'humanité et tout. Mais même là, moi je trouve qu'il y a un gros problème, parce que c'est pas traité. C'est encore une fois, c'est-à-dire que moi j'ai été très surpris lorsqu'à un moment, bon, Jacob Miller dit, avec son avion, il dit qu'il veut se scratcher. Moi j'étais en mode, ah bon? Ah bon? Mais il n'y a rien qui amène.
pareil, il y a rien qui amène ça, de manière à ce que j'y crois, à l'arc narratif de ce personnage. Et idem, moi aussi j'ai un autre gros problème, c'est-à-dire que, pareil, avec tout le cheminement narratif du personnage, tu ne le ressens jamais. Il y a un autre exemple de ça, c'est quand il dit à Josh Brolin, au personnage joué par Josh Brolin, bon ben moi je vais me cracher avec mon avion. Et Brolin n'a aucune réaction. C'est même pas genre j'ai aucune, enfin le personnage de Brolin, le personnage pardon de Guy Pearce. Euh, il a aucune réaction, mais c'est même pas genre il a aucune réaction, bah vas-y, va te suicider. C'est juste il n'a aucune réaction. Alors que dans un film, dramaturgiquement, tu devrais au moins te poser la question de attends, tu veux le faire, donc je vais te laisser faire, ou non, ne fais pas ça. Tu vois, mais il n'y a aucun ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est prérogatif à tout le film. Tout le film. Et pareil, alors, je termine dessus, après je te laisse la parole, mais il y a un autre souci, c'est que, ok, je vois oui, ce qu'il a voulu faire avec ce film aussi, c'est un laboratoire pour son futur western. Parce qu'il prépare un western. Il y a clairement les codes du film de western dedans. Mais alors, la manière dont c'est traité à l'écran, comme tu l'as très bien dit, c'est des clichetons déjà vus, revus 250 fois. Sa vision du western, moi je la trouve d'une pauvreté mais hallucinante. Surtout qu'en plus le post-apo et le western ont à mes yeux été très très mieux traités dans les Mad Max justement. Mad Max c'est des relectures aussi de western transposées dans un décor post-apo. Donc voilà quoi, moi enfin voilà, je suis, je comprends. C'est ça qui est ironique. Je n'aime pas du tout le film. Vraiment, je trouve ça même honteux. Mais honteux sur le plan cinématographique. Le récit, si je veux voir un récit hopcore, ben revoyez Projet Dernière Chance récemment, qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film d'ailleurs beaucoup plus travaillé dans cette thématique-là, par rapport justement à un contexte de fin du monde et justement des personnages et une amitié justement ça aurait pu être le chien en fait avec Jacob Erlandi, là c'est Ryan Gosling avec l'extraterrestre, mais qui justement est travaillé pour te faire adhérer, pour que tu y croies à son histoire. Que là, voilà. Mais en même temps, je comprends pourquoi certains vont vouloir le défendre. Mais moi, je trouve que les arguments de la défense ne sont pas pertinents. Ou ne sont pas pertinents parce qu'ils reposent moins sur une défense du film que de ce que le film et le cinéaste disent de leur propre ego, en fait. Ce qui les brosse dans le sens du poil. Voilà. Ouais, c'est un peu. Non, non, je vais certainement pas te contredire. Après, je trouve que l'aspect western, comme tu dis, qui est clairement évident, je trouve que finalement c'est ce qui passe le mieux. Ce qui passe le mieux, mais en même temps, c'est raté aussi. Je pense qu'il aurait mieux fait de le faire, son western, plutôt qu'utiliser ce film-là pour faire ça. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, là, quand je dis ça, là où le film, pour moi, il me parle, euh, c'est dans les moments un peu, les rencontres, les trucs, quand il arrive dans l'espèce de ferme de Guy Pearce et Margaret Qualley. J'aime bien ces séquences-là, en fait, euh, qui sont clairement des séquences qu'on pourrait voir dans un western, hein, où le héros solitaire, voilà, il rencontre des gens, des fermiers, d'autres cow-boys, des trucs. Pour ça, mais bon, ça va, attention, ça vole vraiment pas loin. Euh, un truc aussi je trouve qu'il en fait rien, c'est la communauté. Alors, Josh Brolin, il fait que les appeler des Mormons, du coup, j'arrive plus à me rappeler c'est quoi vraiment leur truc, mais enfin, on va dire les Mormons. Je trouve qu'il en fait rien de cette communauté-là, si ce n'est que, au final, l'espoir des personnages principaux, il passe par intégrer cette communauté de Mormons. Alors bon, pareil, je trouve que ça fonctionne pas bien parce que le personnage de Josh Brolin, qui est un personnage qu'on comprend, on devine déjà que c'est un personnage qui est brisé, hein, au-delà du fait que ça soit probablement un ancien militaire, adepte du survivalisme et tout. On comprend qu'il a un truc cassé en lui, ce mec-là. Donc il faut attendre la fin pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. C'est un mec qui est passé à côté de la vie qu'il avait à cause de ses obsessions pour des trucs inutiles, qui finalement lui servent quand même, ce qui est paradoxal, mais bon, bref. Euh, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, je veux dire, à la fin, le voir prendre une guitare et tout. Enfin, c'est con parce que ça devrait être. Il devrait se dégager quelque chose de ces scènes-là, et pour moi, il s'en dégage rien du tout.
Voilà, encore une fois. Euh, Tu parlais de la scène que tu compares à Snowpiercer. Voilà, faut savoir que comme dans 12 000 films post-apo du même genre, en fait, il y a le héros qui entend un appel radio et qui se dit qu'il y a un lieu quelque part qui est une sorte d'Éden où tout va être vachement mieux, où il y a une communauté de survivants qui ont réussi à recréer quelque chose. C'est dans tous les films, c'est pareil. Je veux dire, il y avait pareil dans 28 jours plus tard. Il y a tout le temps ce truc-là, ce schéma-là. Et ben là, ça rate pas, quoi. Le problème, c'est que tu sais qu'il va aller à cet endroit-là. Tu sais que pour lui, ça va être un paradis. Tu sais que c'est Josh Brolin qui a raison en lui disant qu'il va être déçu. Tu sais que ça va être une communauté chelou où il tue les gens. Franchement, le problème de ce film, au-delà du fait qu'il est mis en scène de façon très propre, hein, on peut pas lui dire que c'est pas bien fait, si tu veux. Il est bien fait, son film. Ça reste un cinéaste qui a du bagage, quoi. Donc, bon. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de transcendant, jamais, et il n'y a absolument rien de novateur, à aucun moment, si tu veux. Euh, et on peut pas se dire, ouais, c'est un genre qui a été abordé tellement de fois que personne ne peut le réinventer. Je suis désolé, mais si. Fury Road, c'était il n'y a pas longtemps. Furiosa, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont capables d'investir le genre du post-apo et de le réinventer profondément. Bah, il y a un exemple tout bête, en même pas un an, c'est Danny Boyle. Ah, complètement. Oui, 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 oui. Oui, c'est-à-dire c'est que, vrai, oui, et oui, en plus, oui, oui, tout à fait. il le réinvente pas, entre guillemets, il le révolutionne pas, mais par contre, il a conscience qu'il faut le réinventer un petit peu à l'aune de ce qu'il avait fait auparavant. Oui, Et oui, voilà. oui. Il se Et contente pas de reproduire des figures qui sont c'est mais ça. éculées, quoi. Je veux dire, moi, c'est pas ça que j'attends du tout. Surtout enfin, malheureusement, aujourd'hui, oui, c'est ce que j'attends de Ridley Scott qui n'invente plus rien. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais de base, c'est pas ça que t'attends d'un mec comme ça. Je veux dire, le gars, enfin, à une époque, il a quand même réinventé des choses, mais profondément, quoi. Le gars, il y a eu un avant et un après lui. Enfin, c'est pas rien quand même. Et là, c'est vraiment un film de pépère, quoi. C'est, c'est chiant en fait. C'est chiant parce que il aurait pu en faire un super film de ce truc-là. Il y a un sujet qui est intéressant. Moi, je suis désolé. On sent des fois des trucs. Je veux dire, tu vois, moi, il y a un truc que je trouve plutôt réussi, c'est comment il arrive à intégrer un peu la mort qui rôde en permanence dans son film. Il y a quelque chose comme ça de très morbide qui fonctionne pas trop mal. Mais c'est tellement par petits détails de rien du tout et qui finalement sont pas développés ou je sais pas. Et puis, euh, alors, pour moi, voilà, on va dire un truc, c'est assez tragique, c'est que si tu veux, sur son film de survivants là, c'est un film post-apo sur des survivants qui est censé, bon, être un peu pessimiste, mais avoir une touche d'espoir. Et que quand tu vois la fin, visiblement, il y a une touche d'espoir dans ce film-là. Les personnages les plus travaillés pour moi et les plus intéressants, c'est ceux de Josh Brolin et Guy Pearce, deux vieux, qui sont en fin de parcours, euh, qui ont plus trop d'espoir finalement, euh, qui picolent, tu vois. En fait, c'est Ridley Scott, voilà, avec son cigare, son whisky, machin. Oui, c'est ça en Et, plus. non, non, mais sans déconner, je sais pas, mais pour moi, c'est Non, mais vraiment c'est ces deux ça. personnages qui sont les plus réussis du film. Euh, Auxquels on peut éventuellement s'identifier même et tout, parce que pour moi, c'est ceux dans lesquels il croit finalement. Les autres, euh, je veux dire, putain, si on prend. Alors, Jacob Elordi, bon, c'est pas le plus grand acteur de la Terre, même s'il avait fait quelque chose pour moi d'exceptionnel dans Frankenstein. Là, non. Je veux dire, il a pas la carrure pour ce rôle. Je trouve alors que le film, il devrait le porter sur ses épaules, c'est pas le cas. Donc son personnage, je le trouve vraiment raté. Euh, Alors que pareil sur le papier. Alors j'ai pas lu le bouquin, je l'avais acheté avant que le film sorte et puis j'ai eu la flemme, je l'ai pas lu. Donc je sais pas si ça vient du bouquin ou quoi, mais y a un truc quand même avec ce personnage, le fait qu'il soit suicidaire, qu'il ait tout perdu et que il se dit qu'il va aller cracher son avion sur la montagne où ils allaient se balader avec sa femme. Je trouve ça beau,
entre guillemets, attention. Hein, mais c'est une belle idée de cinéma, en fait, niveau dramatique, tu vois. Oui, Mais c'est c'est vrai ça qu'il, le ben, pire. non, c'est pas vraiment. Je trouve qu'il en fait pas grand-chose, en effet. Bon, bah voilà. Je trouve que la grosse cata, c'est le personnage de Margaret Qualley, Oh euh, purée, oui. qui est une super Oh purée. actrice. Mais alors là, elle est juste. Enfin, je trouve que son rôle, il est hyper rabaissant, en fait. Euh, c'est Bah, c'est je juste vois de un quelle love scène tu parles en interest. plus. Et je vois de quelle scène Ouais, tu c'est parles en plus. ça. Non, mais en fait, c'est juste, t'as l'impression que bah, le seul truc qu'elle attendait, elle, c'était de rencontrer un nouveau mec, en fait. Voilà, son but dans ce monde en perdition, c'est de s'envoyer en l'air, en fait. Enfin, je trouve que franchement, c'est gênant. Honnêtement, c'est vraiment gênant. Euh, du coup, putain, enfin, il est pas aimable son film, tu vois. Et alors, j'aurais pas forcément de problème avec les films qui sont pas aimables, si tu veux. Sauf que là, j'ai pas grand-chose à me raccrocher. Je veux dire, pourtant il y a des trucs qui sont bien. Moi, j'aime bien tous ces, tous ces plans sur la nature, machin. Ça devrait être bien. Il avait des trucs dans les mains pour que ça soit bien. Le, le- le- le côté western il devrait être réussi. Moi, putain, j'aime bien ces trucs-là. Et là, bah, non, 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 non. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup parce que je vois que ça aurait pu être un super film. Ça aurait pu être un film très émouvant, très fort, sur la fin du monde, je vais revenir là-dessus, mais sur le rapport avec ce chien qui est. Enfin, je sais pas, c'est censé être le réceptacle de tout ce qu'il a perdu. C'est son monde, ce chien. Et bah, non, quoi. Enfin, il perd, bon, bah, il est pas content, du coup, il reprend son avion, puis il s'en va. C'est chiant parce que, bah voilà, du coup, je me raccroche, moi, juste à, ouais, bah, Josh Brolin, qui qui défonce tout le monde avec sa vision nocturne. La scène est cool, tu vois. Voilà, encore une fois, alors rien de novateur, hein, depuis, que ce soit Villeneuve en pas ouf, ou Soliman en vachement mieux, des scènes de fusillade comme ça en vision nocturne, ou même, comment elle s'appelle, Zero Dark Forty. oui, voilà, Zero Dark Thirty, pardon, où c'était quand même vachement plus intense, tu vois. Bah, après, mais bon, voilà, je me raccroche un peu à ce que je peux, parce que j'aime pas détester un film à 100%, donc voilà. Mais voilà, c'est pauvre, quoi. C'est pauvre, c'est maigre, puis ouais, c'est raté, quoi. C'est raté, hein. C'est encore un échec de Scott, quoi. Ça m'embête, parce que moi, j'aimerais le voir réussir un film, ce mec. Voilà, mais... Enfin, le voir re-réussir un film. Parce que, en fait, je l'aime bien. Moi, j'aime bien son côté vieux ronchon, là. Il me plaît bien, ce côté-là. Je me dis, putain, qu'il en Moi, fasse je trouve quelque ça chose, ridicule. bordel. Je trouve ça ridicule, mais bon, je comprends que ça plaise. Non, mais moi, je trouve, enfin, je comprends que ça plaise parce que il a pas ce côté, comment dire, ouais, il a pas ce côté politicien de qu'a Scorsese ou Spielberg ou Cameron ou Miller quand ils parlent de leurs films. Je pense aussi c'est ça qui plaît hein, par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il a ce côté j'en ai rien à faire, je dis ce que je pense tout haut, je suis le plus grand, au moins j'assume. Le Mais truc, moi c'est je que trouve ça hyper dans ces films, ça transparaît pas tant que ça. À part dans quand même. Cartel. Hein. Pour moi, dans Cartel, et c'est pour ça que je l'aime, ce film, c'est que pour moi, c'est un film qui est hyper raccord avec qui il est. Et je trouve que Ah ça mais se c'est raccord, mais ressent. moi je Il y a trouve un pas truc ça bien non hyper plus. Hein. viscéral. Non, non, mais je comprends que t'aimes pas. La plupart des gens n'aiment pas, de toute façon, Cartel. Hein. C'est pas un souci. Hein. Oh, il a Mais été moi, réhabilité, Del Toro, il aime non, bien que le dalle. film. Hein. Oui, mais la plupart des gens l'aiment pas. C'est pas grave, tu vois. Moi, je trouve que Cartel, bah, c'est un film honnête. Il essaye pas de plaire à personne. Et ça fonctionne super bien. Pour moi. Euh, le reste, non, parce que je trouve qu'il va pas au bout, finalement, de cet aspect-là de sa personnalité. Moi, je trouve ça marrant, tu vois. J'aime bien quand il inclut ça vraiment à fond dans son film. C'est ce qu'il fait dans Cartel. Et c'est ce qu'il fait plus depuis, parce que Cartel, ça s'est ramassé de ouf. Donc, bah, il essaye de, quand même, je pense que
Même il essaye de plaire à du monde quand même s'il a beau dire qu'il s'en bat les couilles et tout de tout le monde, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, ces films, ils coûtent un pognon de fou. Il a besoin que ça en rapporte aussi. Hein. Donc, au bout d'un moment, quand ça plaît à personne, il y a un souci, tu vois. Il va arriver un moment où il va se retrouver à faire des films Netflix lui aussi. Hein, si ça rapporte rien. Bah, le pire, c'est que ça ressemble par moment à un film Netflix, hein, dans Ouais, son c'est pas très côté beau. recyclage C'est pas... algorithmique. Hein, ouais. Oui, 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 non, c'est... clairement, clairement, clairement. Et puis le fait que Ouais. bah, le film, il est pas. Enfin, visuellement, c'est pas une tuerie, quoi. C'est pas. Ah Y a non, rien, mais y a c'est d'une pas... pauvreté hallucinante. Hein. C'est J'ai fadasse, déjà... quoi. Hein. C'est fadasse. Enfin, j'en étais à me dire quand même que l'épisode pilote de The Walking Dead, réalisé par Frank Darabont, qui pareil ne réinvente absolument pas la roue, hein, c'était un truc fait pour IMC tout, mais était mieux torché que Ridley Scott, ce que je viens de voir d'imagerie post-apo de Ridley Scott, que j'ai déjà vu, mais même, tu vois, la lumière, c'est la même que tu as dans La planète des singes, les films de Matt Reeves ou dans The Last of Us. Enfin, tu vois, je veux dire, il en a. Enfin, il cherche même pas. C'est-à-dire, encore, tu vois. On parlait il y a quelque temps de Disclosure Day, je disais, Spielberg, il réinvente pas la figure d'Alien. Mais par contre, t'avais autre chose. T'avais quand même, qu'on aime ou pas, mais t'avais des propositions de scène, t'avais un travail scénographique, t'avais des partis pris dans les concepts, t'avais aussi une résonance par rapport à lui-même que je trouve d'ailleurs beaucoup plus intéressante que ce que fait Ridley Scott par rapport à lui-même. Voilà, là, le problème qu'il y a, c'est que, et ça c'est le problème de base, c'est que c'est un mec qui n'en a plus rien à faire de la mise en scène. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu peux pas au bout d'un moment, ça pourrait être tourné par n'importe quel cinéaste de série télé, de machin. Enfin, je veux dire, n'importe quel faiseur qui fait des séries sur HBO, sur Netflix. Enfin, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quasiment aucune idée visuelle à part un reflet. À part une scène du reflet, c'est d'une pauvreté. Enfin, au bout d'un moment, il y a aussi rappelé ça. Enfin, je veux dire, Ridley Scott, quand il se lance dans sa carrière, certes, c'est pas le, comment dire, c'est pas le plus grand scénographe du monde. On s'en fout, il était très limité déjà de base. C'est-à-dire, c'est pas Scorsese encore une fois, c'est pas Peckinpah, c'est pas, enfin voilà, il n'a pas une appréhension de l'espace qui était hyper développée. Par contre, c'était quelqu'un qui savait mettre en avant sa photographie, sa lumière, sa direction artistique, pour que t'en prennes plein la gueule, littéralement. Et en plus, qui savait composer un rythme, et je pense aussi c'est ça qui manque cruellement à son cinéma, voilà, c'est qu'il savait composer un rythme atmosphérique, lancinant, que tu pouvais rejeter ou tu pouvais y adhérer, mais qui t'immergeait dans ces univers, notamment dans l'univers du Nostromo, du Los Angeles de 2019, et c'est ça qui faisait le prix de son cinéma. Qu'il a d'ailleurs totalement perdu après Legend, parce que il le dit lui-même, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui tournait extrêmement lentement sur ses premiers films, qui avait besoin de temps, qui faisait énormément de prises. Je vous invite vraiment, pour la même scène, je vous invite vraiment à voir le making-of Dangerous Day de Blade Runner, qui montre très bien ça, et en fait, vu que Blade Runner ça a été une production compliquée et un énorme bide, puis après la production pareil de Legend qui a été en plus rafistolée par Universal, le montage américain est différent du montage européen, bref, voilà, et en fait ça l'a tellement brisé de l'intérieur qu'il a décidé de dire, il le disait même à l'époque, je crois c'est chez Starfix, il disait je ne ferai plus de films comme ça. Et le problème qu'il y a pour moi, c'est que ça a vraiment tué ce qui faisait l'intérêt de son cinéma. Pour moi, hein, après je sais qu'il y en a plein, c'est pas Ouais. le cas, mais Bah, il pour n'y a moi plus de c'était prise de ça. risque en fait. Visuellement, il n'y a plus aucune prise de risque. Ça se voit. Je veux dire, là, on sait maintenant. Hein, il fait très peu de prises. Par contre, il tourne avec 12 000 caméras. Et il tourne Voilà. très vite, quoi. Il tourne très très vite. Alors, et je voulais juste terminer dessus, soit sur le casting. Je pense, en fait, le problème qu'il y a, c'est que même il aurait pris. C'est pas Elordi forcément qui est problème en soi. Je pense qu'en fait, c'est le problème de Scott en général par rapport à ses acteurs et actrices en général, parce qu'il prend souvent les plus grosses stars ou des acteurs et des actrices réputés ou confirmés, tu vois, voilà. Et je pense qu'en fait, il les traite comme sa mise en scène, c'est-à-dire, il en a rien à faire, quoi. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont rien à manger, comme on dit. Au bout d'un moment, il faut quand même que tu aies, faut quand même que t'aies, justement, encore une fois, une consistance dramaturgique pour que ton personnage soit, comment dire, enfin, que l'acteur puisse transmettre des émotions ou quelque chose comme ça. Ce qui est absolument pas le cas ici, mais enfin, je peux même pas leur en vouloir, quoi. C'est qu'ils À ont part Josh Brolin. littéralement.
À part Josh Brolin, mais comme tu l'as dit, encore une fois, mais tu l'as très bien dit, c'est parce que Josh Brolin égale c'est Ridley Ah Scott. ouais, il est Voilà, très bien. J'adore, franchement, franchement, en fait, le seul plaisir que j'ai eu, vraiment, vrai plaisir devant le film, c'était les répliques de Josh Brolin. Pour ça qu'au moment où je me dis, putain, bon, parce qu'à un moment, on croit qu'il est mort, hein. Euh, et puis t'étais content quand il est les revenu boules, à la fin, quoi. ah, quand il est revenu, j'étais content, en slip, avec ses bandages, avec ses 4 tasses de café dans les mains. Yes, on va reavoir des répliques qui tuent, quoi. Mais voilà. Et puis, par contre, tu vois, un peu déçu, par contre, enfin, il aurait pu y avoir quelque chose entre lui et Guy Pearce, quoi. Parce que les deux personnages, ils sont quand même assez proches. Et c'est dommage qu'il en fasse rien, en fait, de ces deux papilles là. Mais bon, bref. Ah non, Et un non, autre non, truc mais que je voulais dire aussi, qui est un gros problème, hein, c'est vrai c'est qu'il y a sur ce film, et ça rejoint un peu le côté je m'en foutiste de l'ensemble, hein, c'est qu'il y a un problème de world building qui est colossal, si tu veux. C'est-à-dire que, on le disait, hein, mais dans les premiers plans, enfin perso, tu crois à aucun moment que c'est la fin du monde. Moi, les premiers plans en avion et tout, il se balade dans la forêt, vu que dans la forêt, ben, il vole au-dessus de forêt, le mec. Oui, de base, il y a personne. Donc, bon, bah, comment tu dis que c'est la fin du monde sur un truc comme ça? Bon, bref. Mais surtout, quand on se retrouve sur les premiers plans dans la ville, qui sont les mêmes plans qu'on a vus sur toutes les villes dévastées depuis des dizaines d'années, hein, ça change rien. depuis 30 ans, Euh, 40 ans, hein. ouais, ouais, non, mais y a rien de nouveau, hein. Mais alors, je veux bien qu'on me. Tu vois, par exemple, t'as des panneaux publicitaires, de vieux panneaux publicitaires qui font tous les immeubles qui sont encore alimentés en électricité. T'as l'électricité un peu partout. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est des détails, machin. Euh, je suis désolé, mais faut expliquer ces trucs-là. Parce qu'il prend le temps d'expliquer comment il fait pour voler avec son avion. C'est-à-dire qu'il va à des endroits récupérer de l'essence. Alors même si je ne suis pas certain qu'on puisse faire voler un avion avec de essence de station-service, plutôt qu'avec du kérosène, mais bon, éventuellement ça je lui passe. Par contre, on est dans un monde qui est à l'abandon depuis longtemps, visiblement, hein. Ça fait des années et des années, au moins une dizaine d'années. Et t'as encore de l'alimentation électrique à droite à gauche, quoi. Et pas juste pour allumer une ampoule, quoi. Je veux dire, c'est des gros panneaux publicitaires, quoi. Euh, alors, bon, je sais pas, voilà. C'est con, hein. On va me dire, c'est un détail, machin. C'est pas une question de cohérence, c'est une question que, bah, j'ai besoin d'y croire à ce monde-là, comment il fonctionne. Alors, si tu me dis que c'est la fin de l'humanité, mais que, bah, non, t'as de l'électricité partout, en fait, ça va, quoi, du coup. Bah, je sais pas, ça me pose un petit problème, quoi. Et là encore, c'est parce qu'il y a zéro souci d'attention, en fait. Voilà, c'est un problème, quoi. C'est un problème. En fait, c'est un film qui est bourré de problèmes. C'est du pur Ridley Scott dernière génération, malheureusement, quoi. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, parce que de toute façon, on sait très bien comment ça va être, c'est-à-dire que t'as une certaine cinéphilie qui va le défendre, qui va le défendre, et qui vont dire dans 2 ans à peine que c'était un film mal aimé, etc., et qu'il est réhabilité. Non, Enfin ça voilà arrivera pas. quoi. Tu sais, moi Puis c'est une minorité, de j'arrive. toute façon. Enfin, C'est une minorité qui a aucun intérêt. non, mais tu vois, c'est ça qui est pire, c'est-à-dire que je vois tous les arguments en fait. C'est-à-dire, Non, moi c'est plus non, ça, non, c'est pas. non. Moi je les Non, vois non, pas. mais ben, on vient de les dire. Sans s'en rendre compte, Bah, on vient de les dire en fait. Quand tu dis c'est un film pas aimable, ben, il y en a, ils vont le prendre pour une qualité par exemple. Mais moi je dis, il y a des films pas aimables, mais qui sont bien meilleurs. bah oui. Voilà, c'est tout. Ah oui, moi je C'est l'ai rien dit, de moi plus. j'aime bien les films qui sont pas aimables, j'ai aucun souci. Enfin, c'est con de dire ça en fait. J'aime bien les films pas Mais aimables. oui, Mais je peux trouver un intérêt à un film pas aimable, pas celui-là. Là, il n'y a rien qui. idem. Enfin, il y a rien qui le justifie en fait. Donc, voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à conseiller? Et ben moi je vais vous recommander une fresque post-apocalyptique réalisée par un cinéaste extrêmement talentueux, à qui il est arrivé aussi de pas faire des films aimables, mais qui est un très très grand génie du cinéma japonais, et même du cinéma tout court. Donc je vais vous recommander Virus de Kinji Fukasaku, sorti, si je dis pas de bêtises, en 1980. Alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est tout simplement le plus gros budget de la carrière de Kinji Fukasaku. Donc
Keiji Fukasaku, immense cinéaste notamment du film de Yakuza, mais pas que dans les années 70, qui avait révolutionné le genre avec les combats sans code d'honneur et son chef-d'œuvre qui est Le cimetière de la morale, notamment, et qui en fait donc a eu en fait plusieurs carrières. Et en fait, au tournant des années 80, ben, il est devenu un faiseur de blockbusters nippon, notamment donc Les Évadés de l'espace, donc qui était le film qui concurrençait, qui était la réponse japonaise à Star Wars et qui a donné lieu à la série Sankukai. Et en fait, donc il a été contacté par Kadokawa, donc le responsable de la maison d'édition Kadokawa qui se lançait donc dans le cinéma à la même époque et qui en fait lui avait offert le plus gros budget de l'histoire du cinéma japonais de l'époque pour tourner une adaptation d'un roman donc qui s'appelait Virus et qui est en fait donc comme je disais, une fresque apocalyptique qui suit, on va dire, la fin du monde et justement donc le parcours, on va dire, des survivants qui sont réfugiés je crois si je dis pas si je me rappelle bien, c'est au pôle Sud, si je dis pas de bêtises, et qui est pas le meilleur film de Fukasaku, loin s'en faut. Mais par contre, c'est clairement un des fleurons du film de fin du monde, très clairement. Donc pour faire simple, donc c'est en fait c'est très simple en fait, c'est un virus comme le dit le titre mortel qui détruit quasi 99% de l'humanité à part une poignée de survivants reclus sur les pôles. Et donc ça c'est l'histoire globale, hein, je précise. Et donc pour faire très simple, par contre, il y a parmi les scènes d'apocalypse les plus comment dire les plus malsaines, à part Threads, hein, le fameux documentaire, faux documentaire de Mike Jackson qui fera mieux quelques années plus tard, mais à part ça, voilà, c'est-à-dire que c'est en termes purement fictionnels, c'est vraiment parmi les visions d'apocalypse les plus déprimantes et les plus anxiogènes que j'ai vues sur un écran. C'est d'ailleurs la réussite majeure du film à mes yeux, quand bien même il reprend pas mal de tropes du film catastrophe de l'époque, mais je trouve qu'il arrive très bien à les tourner et qui en plus pose des questions très dérangeantes sur justement l'après, c'est-à-dire bah, tout simplement comment l'humanité va essayer de se perpétuer après, après la fin du monde. Et surtout, il y a cette fameuse dernière partie dans le Washington en ruine, qui est pourtant tourné avec peu de moyens, quand bien même c'était la plus grosse production du cinéma japonais de l'époque, et où par contre, je ressens vraiment le côté je suis une légende. Et vraiment, c'est-à-dire vraiment l'atmosphère du roman Je suis une légende, je le sens à travers comment dire, à travers cet acte dans cette péripétie autour de Washington dévastée après le virus. Et paradoxalement, je me suis toujours posé la question de savoir si Francis Lawrence et peut-être même Ridley Scott ont vu Virus pour préparer justement leur adaptation de Je suis une légende, parce que c'est très difficile de ne pas y penser. Donc c'est pas un film parfait, mais loin s'en faut, mais par contre c'est quand même un très gros morceau dans son genre. Et donc Virus de Kinji Fukasaku, et en plus, petite chose importante, il y a deux versions, la version internationale qui fait 1h40 et la version Director's Cut, le montage japonais, qui fait quasiment, si je dis pas de bêtises, 3 heures. Et c'est ce montage-là que je vous recommande de voir. Et si je dis pas de bêtises, il est disponible, ce montage, sur la plateforme Shadows. Voilà. Donc tout à fait. n'hésitez pas à le voir. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un film à voir. Pour ma part, alors, je vais rester dans un truc un peu plus contemporain, même s'il commence à dater un petit peu maintenant, hein. Pareil, dans le genre post-apo, parce que bah, c'est un genre qui est assez passionnant. Et, bah, finalement, il y a eu beaucoup de films assez médiocres dans le genre, au milieu de quelques chefs-d'œuvre. Et et il y en a un qui, pour moi, bah, il a pas eu le succès qu'il méritait, je pense. Et c'est un film qui est hyper intéressant. C'est le livre d'Eli des frères Hughes. Bah, alors les frères Hughes qui, bah, depuis, ont pas fait grand-chose d'intéressant. En plus, ils font des films séparés, mais donc c'est les réalisateurs qui viennent du Hood Movie, comme on dit, hein, qui ont fait un des chefs-d'œuvre du Hood Movie, qui était Menace to Society. Et donc, le livre d'Eli, bah, c'est un post-apo avec Denzel Washington, donc voilà, déjà ça pose le truc.
Euh, et c'est un film qui, alors non seulement je trouve assez sublime, voilà, je trouve vraiment très beau, pour le coup avec une mise en scène qui est extrêmement inspirée, un film qui mélange post-apo, film d'action, mais pas que, parce qu'il intègre un sujet qui est assez complexe à intégrer dans un film sans tomber dans du prêchi-prêcha, comme avait pu le faire malheureusement Francis Lawrence pour Je suis une légende, mais qui est un propos sur la foi qui est extrêmement présent. Le fait que le héros, en plus de tataner la gueule des gens avec brio tout en étant aveugle, on comprendra la référence. En plus, c'est un intellectuel, quelqu'un qui est cultivé et quelqu'un qui se balade avec une Bible et qui est croyant. Voilà. Donc, je trouve que c'est un film qui jongle comme ça avec des sujets qui peuvent être un peu relous, quoi, ou pas, ou qui peuvent tomber dans du prosélytisme ou des trucs un peu chiants. Alors que ce qu'ils en font, les frères Hughes, dans le livre d'Élie, je trouve ça vraiment super intéressant. Voilà, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, le livre d'Élie, mais pour moi, c'est un des derniers films assez importants du genre, si on met de côté les Mad Max, quoi. Euh, et qui, voilà, pour moi, c'est un film qui a pas l'aura qui mérite. Tout comme les frères Hughes d'ailleurs, hein, voilà, c'est l'occasion de braquer un peu le projecteur sur eux parce que c'est deux réalisateurs qui étaient extrêmement talentueux et dont la carrière c'est un peu pas arrêté parce qu'ils font des trucs, mais bon, ils sont pas ce qu'ils devraient être aujourd'hui, hein. Pour moi, ils auraient dû avoir une carrière à la Scorsese, ils l'ont pas eu, c'est dommage. Bref, voilà, donc le livre d'Eli, si vous l'avez pas vu, jetez-y un œil parce que c'est une proposition intéressante dans le genre du post-apo, quoi. Avec en plus Gary Oldman qui est, comme d'hab, excellent en bad guy. Voilà, je crois qu'on arrive au bout, hein. On a consacré 1 heure à Ridley Scott, c'est magnifique. Merci Johan. Merci à toi, Nico. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous soutenir sur YouTube, sur les applis de podcast, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Et on vous dit à une prochaine fois.